Attention, plus que 2 articles en stock. Cette offre est encore valable 4 heures, 32 minutes et 12 secondes. Si vous dépassez les 20 francs, les frais de livraison sont offerts. Vous aussi, vous avez de la peine à résister aux injonctions des sites de mode en ligne? Alors cet épisode est fait pour vous. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on s'intéresse aux techniques utilisées par les plateformes de mode en ligne pour nous faire acheter plus, toujours plus. Nom de code, Dark Patterns. Pour décrypter cet anglicisme, j'ai avec moi Jean Bucher de la Fédération romande des consommateurs. Bonjour. Bonjour. Jean, tu es spécialiste des nouvelles technologies à la FRC et à leurs impacts sur nos habitudes de consommation. La FRC a récemment publié une enquête avec Public Eye sur ces dark patterns dont on va parler en détail. Mais d'abord, la base, c'est quoi? De nombreuses plateformes en ligne conçoivent leurs interfaces de façon à influencer, voire manipuler les consommatrices et les consommateurs en manipulant l'espace de décision. Okay. Les dark patterns, c'est ces techniques qui permettent d'influencer ou de manipuler les consommateurs en ligne. Concrètement, ça peut avoir quelle forme, les dark patterns? Concrètement, ça peut être un changement de couleur entre le oui et le non pour accepter ou non des cookies, l'absence d'un bouton pour supprimer le compte, un compte à rebours à la seconde près pour acheter des articles. Et le but, c'est de nous faire consommer plus? Il y a plusieurs buts. Le but, c'est de nous faire consommer plus, d'obtenir plus de données sur les personnes, d'empêcher la résiliation d'un contrat, par exemple sur les plateformes de streaming. Et ces techniques sont apparues récemment? Le fait qu'on s'intéresse à ces techniques est apparu relativement récemment. On va dire que c'est quasiment aussi vieux que le commerce en ligne, le fait de tenter d'influencer le clic de quelqu'un, mais ça a été thématisé d'abord en Angleterre, il y a à peu près 10 ans, et puis ça arrive doucement en Europe avec les associations de consommateurs qui s'y intéressent. Récemment, la Commission européenne s'y est également intéressée en publiant un certain nombre de recommandations à l'égard des plateformes et des utilisateurs et des utilisatrices. Et ces techniques, elles sont souvent pas très subtiles. C'est un gros bouton, comme tu l'as dit, l'impossibilité de se désinscrire. Est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que ça nous fait acheter plus? Il y a des enquêtes empiriques qui ont été menées sur les dark patterns qui montrent leur efficacité. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais dans la majorité des cas, l'existence de dark patterns au sein de la plateforme ont un effet sur les consommateurs. Après, ça peut être plus subtil qu'on le pense, parce que ça peut être des gros boutons, mais ça peut être l'expérience utilisateur au sein du site. La manière dont on peut naviguer à l'intérieur du site, c'est-à-dire l'entièreté de l'architecture qui est modifiée pour vous faire prendre une décision plutôt qu'une autre. Quand tu en parles, ça m'évoque déjà le fait qu'on agence les magasins physiques cette fois de façon à nous faire consommer plus. L'exemple par excellence, c'est par exemple les caissettes de bonbons à la hauteur des yeux des enfants près des caisses automatiques des magasins. En quoi les dark patterns dans le monde numérique, c'est quelque chose de différent? Ça va plus loin. Dans le sens où dans un magasin, vous avez la porte de sortie qui est toujours au même endroit. Mmh. Sur une plateforme en ligne, cette porte de sortie, elle peut être cachée, voire bouger. Vous essayez de vous désabonner ou de supprimer votre compte Spotify, cette porte de sortie est extrêmement difficile à trouver. Donc tu dis qu'il y a plus de marge de manœuvre de la part des agences de marketing pour changer l'infrastructure. Oui, et les applications aussi sont différentes. Vous avez des bonbons à hauteur d'enfant, oui, ça va inciter les enfants à consommer du sucre, ce qui est tout à fait problématique. Pour les dark patterns, ça peut faire inciter, oui, à consommer plus, mais également à partager plus de données, voire à ne pas réussir à supprimer ces données personnelles. Et c'est légal? Parce que dans votre enquête, vous parlez de techniques manipulatoires carrément. C'est légal? Oui, pour l'instant, on peut dire que c'est légal, mais vu que c'est encore assez peu documenté, on ne connaît pas les implications légales de ces dark patterns. Ok. On va parler de cette enquête, du coup, que vous avez sortie tout récemment à la FRC avec Public Eye. Vous êtes intéressé au secteur de la mode. Pourquoi ce secteur-là, précisément? Parce que la mode en ligne implique beaucoup de problèmes en termes de surconsommation, beaucoup de déchets, et puis on va dire que les plateformes de mode en ligne cristallisent énormément de problèmes liés au dark pattern. Et pour mener à bien cette enquête, vous avez eu une méthodologie particulière? Nous avons demandé à nos 17 bénévoles enquêteurs d'analyser 15 sites de vente en ligne.
D'accord, et comment exactement? Nous leur avons demandé d'identifier de manière systématique 20 dark patterns qu'on avait repérés. Ça a été quoi les résultats? Que chacune des plateformes observées contenait au moins un dark pattern et que certaines en contenaient énormément. On a en studio un graphique qui résume ces résultats. Alors, on observe donc le nom des plateformes et le nombre de dark patterns qu'elles contiennent. En haut du podium, on a Shein, AliExpress et Amazon, avec pour Shein, le premier du coup, 18 dark patterns sur 20. C'est gigantesque. C'est beaucoup. Et on a sélectionné 20 dark patterns, donc il y en a potentiellement beaucoup plus. Ce qu'on n'a pas sélectionné, c'est l'intensité de ces dark patterns. D'accord. Par exemple, Amazon en a moins, mais on sait par exemple que l'association de défense des consommateurs norvégienne a déposé plainte contre Amazon parce que se désabonner ou supprimer son compte Amazon prend plus de 10 ou 15 minutes. Eh bien, justement, on a aussi un exemple concret d'un screenshot en studio. C'est un exemple du site Azos qui met en avant le nombre d'articles restants. Ça fonctionne comment? Ça fonctionne sur quel biais cognitif? Ça fonctionne sur un biais qu'on appelle la FOMO, la Fear of Missing Out, le peur de manquer quelque chose, une occurrence. Et est-ce que des fois, c'est manipulatoire dans le sens que le nombre d'articles qui est mis en stock n'est pas vraiment celui qui est indiqué? Alors ça, on aimerait bien le savoir. Mais vous le savez pas? Bah non. Ah, zut. On en a un autre qui concerne cette fois les cookies et l'extorsion des données que certaines plateformes font. Il est classique, hein, je pense que les gens qui nous écoutent le connaissent assez bien. Quand on va sur un site, on a un icône « Accepter les cookies » qui est bien visible, souvent en couleur, plus gros. Et on a un autre qui nous invite à personnaliser les cookies, c'est-à-dire refuser potentiellement, mais avec des démarches et des clics supplémentaires. Ça fonctionne aussi comme dark patterns? Oui, vous êtes pressé, vous allez sur un site, vous avez quelque chose à faire, vous faites évidemment 5 choses en même temps, et puis pour continuer à aller sur le site, vous, soit d'un seul clic, avec un bouton jaune en l'occurrence, et bien visible, vous acceptez les cookies, soit sur 2 ou 3 clics, vous pouvez les refuser et puis mieux protéger votre vie privée. C'est ce qu'on appelle de l'obstruction. Oui. Et on a un dernier exemple, c'est celui que tu as déjà mentionné tout à l'heure, c'est celui de rendre la suppression d'un compte difficile ou carrément impossible. Tu le mentionnais pour Amazon, là, la capture d'écran, c'est pour Manor qu'on l'a. C'est un vrai problème aussi? C'est un vrai problème parce que là encore, des données qui restent en possession d'une entreprise ou d'une plateforme, c'est des données sur vous. Donc, du point de vue de la protection des données, c'est extrêmement problématique. Il y a des plateformes ou des sites qui cachent extrêmement bien le bouton pour supprimer le compte. Il y en a où le bouton est inexistant et il y en a où c'est juste pas possible. La FRC avait mené une enquête là-dessus et puis certaines plateformes nécessitaient plus de 100 clics pour réussir à supprimer le compte. 100 clics? Sur quelle plateforme? Plus de 100 clics. Je vais vous donner encore un autre exemple. EasyJet, l'enquêtrice qui s'en occupait est encore en train d'essayer de supprimer son compte. Ah ouais? Okay. Et c'est quelqu'un de relativement pugnace. Ok, on n'en doute pas. D'ailleurs, à l'inverse, pour se créer un compte, les démarches sont souvent très facilitées aussi. Donc, la porte d'entrée est très visible, pour reprendre la métaphore du magasin physique, mais la porte de sortie est presque inexistante. Et du coup, je suis pas tout à fait sûr de comprendre la différence entre l'agencement d'un site, le fait de travailler un peu sur le marketing de design, et véritablement les dark patterns, vraiment des techniques manipulatoires. Vous l'adressez où, la ligne entre les deux? Il faut voir que les dark patterns, c'est un mot parapluie. Donc ça implique beaucoup de pratiques différentes. Quand une plateforme est faite pour vous influencer, voire vous manipuler, que son architecture est pensée de manière à vous faire cliquer ici plutôt que là, on parle de dark pattern. Il y a d'autres techniques marketing pour inciter un abonnement ou bien à suivre, pour inciter un abonnement par exemple, qui ne sont pas forcément des dark patterns. C'est leur cumul et l'intensité de ces techniques qui fait qu'on parle ou non de dark pattern. D'accord, donc c'est pas seulement binaire, c'est aussi le cumul, le fait que Shein, par exemple, ait 18 dark patterns, c'est ça qui est aussi extrêmement problématique. Exactement. En termes de réglementation, est-ce qu'on est en train de prendre en main cet enjeu-là au niveau politique? C'est lent, mais on commence à le prendre en main.
La Commission européenne a issu des recommandations. L'Europe est toujours un peu en avance en termes de, même bien en avance en termes de protection des données ou de protection du consommateur dans son expérience en ligne. Donc c'est juste des guidelines pour le moment, pas de directives. Pour le moment, il s'agit de guidelines, en effet. Sophie Michaud-Gigon, notre secrétaire générale, a déposé un postulat en mai dernier qui charge, donc un postulat, c'est un objet parlementaire qui charge le Conseil fédéral de faire quelque chose. Et ce postulat charge le Conseil fédéral de documenter, de produire un rapport sur les dark patterns et leur implication pour la législation suisse. Ok, donc on est dans le registre plutôt du monitoring, du renseignement. C'est un premier pas. Si on connaît les implications que ça... Si les dark patterns sont documentés, bien documentés, et qu'on connaît leur implication sur la loi suisse, derrière, on peut regarder où se situent les moyens d'action et quelle loi il faut modifier. Ça a des implications en termes de protection des données, que ça a des implications en termes de loi sur la concurrence déloyale. Quand vous ne pouvez pas mettre fin à un contrat, etc., ça, c'est de la concurrence déloyale. En termes d'enjeux de société, pourquoi est-ce que les politiciens et politiciennes doivent s'emparer de cette thématique ? Les dark patterns, c'est un ensemble de pratiques qui sont problématiques du point de vue de la surconsommation. Ça vous fait acheter plus, consommer plus. Et à l'heure de l'urgence écologique, c'est problématique. Extrêmement problématique. Et les dark patterns incitent aussi à partager beaucoup plus de données ou à vous empêcher de les supprimer. Donc du point de vue de la protection des données, qui est aussi une thématique extrêmement importante aujourd'hui, c'est également problématique. Donc on voit qu'au niveau parlementaire, il y a des propositions qui ont été émises. Au niveau de l'utilisateur et de l'utilisatrice, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber dans ces pièges tendus par les départements marketing ? Tu l'as dit tout à l'heure, les dark patterns, ils exploitent des biais cognitifs. Donc c'est extrêmement difficile pour l'utilisatrice ou l'utilisateur d'avoir conscience de ces biais cognitifs. Et c'est bien là le problème. Il y a aussi le fait que ça touche différentes personnes différemment. Il y a des personnes qui sont très sensibles à la gamification, donc au jeu qu'il peut y avoir derrière certains de ces dark patterns ou aux incitations visuelles. Donc on est assez inégaux là-devant. Déjà en prendre conscience. En lisant votre enquête, par exemple, en lisant notre enquête, en écoutant ce podcast, ça permet peut-être d'avoir un petit peu de recul et puis de regarder les techniques, de les identifier et d'essayer de ne pas tomber dans les pièges. Mais la vraie réponse, elle n'est pas individuelle, elle est systémique. Est-ce que les plateformes d'elles-mêmes ne seraient pas à même de changer leurs pratiques ? Elles n'ont aucun intérêt à le faire. Les dark patterns fonctionnent, ils impliquent moins de désinscriptions, plus d'achats. Donc ce qu'il faut, c'est un véritable cadre légal contraignant pour que les plateformes ne puissent pas utiliser ces designs manipulatoires. Et ces mêmes plateformes, tu m'as dit en off qu'elles avaient réagi à votre enquête, elles ont réagi comment ? Elles ont assez mal réagi parce qu'elles ne veulent pas se voir affluer du suffixe dark pattern. On s'en doute. Et elles ont aussi réagi en opposant les dark patterns au persuasive design, ce qui est exactement la même chose, mais qui est beaucoup plus poli et moins lourd que dark pattern. Donc, il faut changer le cadre légal, c'est avec ça qu'on repart de ce podcast. Les plateformes n'ont aucun intérêt à modifier leurs pratiques, donc il faut un cadre légal contraignant pour éviter que les utilisateurs et les utilisatrices se fassent manipuler dans leur expérience en ligne. On espère que cet appel sera entendu. Merci beaucoup Jean Buchet d'être venu. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur la plateforme vidéo ou audio de votre choix. N'hésitez pas à liker également. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.